Bien, bonjour à tous et merci d'être présents avec nous pour cette table ronde qui va être consacrée à la thématique du handicap, de la promotion de la diversité et de l'action que les CHU conduisent en tant qu'employeurs engagés et responsables autour de ces différentes thématiques. Alors pour parler avec nous aujourd'hui de ce sujet, je suis accompagné de plusieurs personnalités que je vais laisser le soin de se présenter et puis ensuite on pourra engager les débats. Oui, bonjour à toutes et tous. Françoise Descancronier, je suis présidente du FIP, le FIPHFP, Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, donc dans les 3 versants de la fonction publique. Merci beaucoup Danielle Toupillier, directrice d'hôpital honoraire et médiatrice nationale pour les personnels des établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux publics, 2500 établissements, 1,4 million de fonctionnaires agents publics. Jean-Marc Chaban, psychiatre, vice-président de la CME à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Bonjour à toutes et tous, Mallory Jean-Réco-Broc, je suis sophrologue thérapeute du personnel du CHU de Clermont-Ferrand. Bonjour à tous, Émilie Toupenet, directrice adjointe à la DRH du CHU de Nancy. Bien, merci à tous en tout cas d'avoir accepté de participer avec nous à cette table ronde pour nous apporter vos différents éclairages et expériences sur cette thématique. Thématique qui s'inscrit dans un contexte un peu particulier qui est celui des hôpitaux en général et des CHU plus spécifiquement, mais qui est un contexte où tout le monde met l'accent sur les difficultés, les aspects parfois complexes et l'environnement complexe que peut constituer la vie hospitalière pour les professionnels qui y travaillent. Et il convient peut-être de rappeler que ce contexte n'est pas inhérent à la seule période qu'on vient de traverser, mais s'inscrit sans doute dans un temps plus long autour duquel les CHRU en particulier, mais avec eux les autres établissements à leur côté, ont pu chercher à engager différentes démarches dans la volonté de s'inscrire dans un accompagnement des professionnels qui travaillent au sein de nos établissements. L'enjeu étant de pouvoir les accompagner avec le souci de leur permettre de s'inscrire au mieux et de la manière la plus durable possible dans nos institutions et puis d'y trouver un épanouissement professionnel. Je pense également en termes d'enjeu, cet enjeu est d'autant plus fort en particulier pour les établissements CHU qu'on est souvent les premiers employeurs des territoires sur lesquels on est engagé. Et il y a aussi une vocation à la fois d'exemplarité, mais aussi un sens particulier, un travail en milieu hospitalier, parce qu'au-delà de l'accueil des patients qu'on réalise au quotidien, on accueille aussi ces nombreux professionnels. Danielle Toupillier rappelait 1 million de fonctionnaires hospitaliers. Ce sens de l'accueil fait aussi partie des missions sur lesquelles les CHRU ont souhaité s'engager. Alors, notre table ronde s'organisera autour de 3 temps. Le premier temps, parce qu'on évolue, comme on le disait, dans un environnement complexe et parfois aussi rugueux. Il y a un certain nombre d'innovations qui sont conduites aujourd'hui pour essayer de dépasser les situations auxquelles on est confronté. Et donc on s'attachera à aborder ces différents points. Un deuxième temps qui sera consacré aux aspects autour de la qualité de vie au travail et à la manière dont les établissements s'engagent pour essayer de permettre aux professionnels d'avoir une vie au sein de l'institution la plus longue possible. Et puis un dernier temps autour des thématiques autour de l'insertion et de la diversité au sein de nos institutions, dans le sens où on a volonté de refléter la diversité des sociétés dans lesquelles on s'inscrit et pour lequel on a également eu nécessité d'adapter nos différentes démarches. Pour commencer sur le premier temps, celui de l'entraide et de la médiation, je voulais peut-être simplement rappeler qu'effectivement l'actualité a été l'occasion de souligner parfois les difficultés et les rapports compliqués que certains professionnels peuvent avoir au sein du monde hospitalier. Mais je pense que la réalité de nos établissements ne peut pas se limiter à ces cas ponctuels et mérite d'avoir un peu plus de recul pour voir que au-delà de ces situations qui font la une, il y a tout un ensemble de mesures qui sont prises pour dépasser ces situations de conflit et justement éviter qu'elles ne surviennent. Et pour en parler
dans un premier temps, je propose de passer la parole à Madame Danielle Toupillier pour qu'elle puisse, à l'aune de son exercice en tant que médiatrice nationale, faire part de ce qu'elle a pu constater de ces dynamiques engagées à l'échelle des établissements. Merci beaucoup, merci de m'avoir donné la parole, merci aux représentants des CHU de cette heureuse initiative. Alors, le thème finalement de cette grande table ronde, c'est la responsabilité sociale des entreprises et nous allons voir qu'avec les dispositifs de règlement amiable des conflits, ce que l'on appelle les modes amiables de règlement des conflits, ils vont se dérouler sous deux grands vecteurs très importants que sont la conciliation et notamment la mise en œuvre par les établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux sur la base d'une note d'information qui a été prise par la Direction générale de l'offre de soins le 29 mars dernier. L'invitation faite à tous les établissements, soit sous un mode de système personnalisé en propre, soit sous un mode mutualisé, de mettre en place des dispositifs de conciliation locale. Et on va distinguer la conciliation locale qui est au cœur des établissements et le dispositif de médiation nationale que je porte au plan national avec 10 collègues, puisque nous avons 10 relais régionaux et interrégionaux qui se sont mis en place depuis 2019. Nous avons un décret un peu historique sur la médiation dans le champ du secteur public hospitalier, puisque je rappelle que préexistante à notre système à nous, il y a un seul service national de médiation qui existe dans les services publics, c'est celui de l'éducation nationale qui date d'une quinzaine d'années à peu près. Donc c'est le plus ancien. Et le nôtre, donc, celui qui est propre à la fonction publique hospitalière, aux difficultés relationnelles et aux difficultés finalement que l'on va observer dans les conflits interpersonnels qui existent et se développent. La crise sanitaire d'ailleurs a mis un peu sous le boisseau certains conflits préexistants, mais a révélé d'autres conflits. Alors la notion de conflit, je laisserai un petit diaporama pour ceux qui sont intéressés par le sujet finalement, à une définition très claire, c'est l'opposition entre deux parties, il faut être au moins deux pour être en litige évidemment, mais parfois c'est plus de deux, ce sont des groupes professionnels entiers qui sont en opposition les uns avec les autres et finalement nous avons deux grands vecteurs. Traditionnellement et prédominant dans notre système de droit français, nous avons tout ce qui va être le jugement. Les juges, on a recours à l'État, mais pour juger, on est dans une forme répressive, on est sur de l'arbitrage ou on est sur du jugement. Et puis on va développer depuis de très nombreuses années, c'est assez ancien, les techniques de médiation et de conciliation, mais elles sont aujourd'hui extrêmement développées, puisque l'idée est finalement d'éviter les procédures judiciaires, d'éviter les procès, d'éviter les oppositions farouches entre les professionnels et finalement d'inviter les parties par des rencontres à la fois singulières, particulières, dans l'intimité de l'un et de l'autre, puis dans un face-à-face avec l'un et l'autre. Nous allons développer des techniques finalement de rapprochement des intérêts. Et la conciliation que vous allez développer au plan des établissements est extrêmement importante. Et je voulais dire ici quand même un point très majeur sur l'idée de la médiation et de la conciliation. Nous sommes dans une fonction publique, tout le monde le sait, qui est autonome. Elle a des établissements autonomes qui sont administrativement, financièrement et juridiquement autonomes. Donc nous allons avoir à appeler et à interpeller la responsabilité des établissements et l'État ne doit pas se mettre à la place des établissements. Nous allons soutenir, nous allons accompagner, nous allons appuyer les établissements dans la résolution des conflits. Alors les conflits, ils sont un peu de toute nature, il y a un vocabulaire juridique, vous aurez le petit diaporama pour ceux qui sont intéressés qui vous permettra d'y voir un peu clair dans ces définitions. Et nous avons donc deux grands modèles de résolution amiable des conflits, c'est-à-dire hors procédure. Parfois une procédure a été engagée, on va y faire renoncer pour faire bénéficier un dispositif de règlement amiable des conflits. Ce dispositif, aujourd'hui, la médiation nationale, elle est basée sur un texte fondateur, qui est le décret du 28 août 2019. Ça a été assorti d'une charte du 30 août 2019. Et nous avons un dispositif à deux niveaux. Un niveau national, nous sommes deux au niveau national, j'ai une praticienne hospitalière avec moi.
Dr Claudine Chrétien, et nous avons 10 relais régionaux et interrégionaux. Nous sommes en relais également avec les fédérations, puisque nous sommes au cœur de la Fédération hospitalière de France, au cœur des relations avec les délégués régionaux de la Fédération hospitalière de France. Nous allons montrer des programmes d'information, de communication et d'échange, montrer des modèles aussi type. Alors, la médiation, c'est quoi? C'est différent de la conciliation. La conciliation, vous allez choisir une personne qui est au cœur de vos institutions ou au cœur de vos activités, qui va être formée et finalement qui va travailler dès qu'il y a un déclenchement de difficultés ou de difficultés relationnelles. Vous allez l'inviter éventuellement à rentrer en relation avec les protagonistes. Et vous allez donc faire en sorte que cette personne trouve un compromis, un arrangement entre les personnes pour pouvoir organiser et apaiser la situation. Lorsque la situation ne peut pas être apaisée, ou s'il y a des conflits d'intérêts, ça peut arriver dans certains établissements, vous pouvez, le directeur de l'établissement, le président de la CME, le doyen, lorsqu'on est dans les CHU, peuvent demander, solliciter une médiation qui est extérieure à l'établissement, qui est un dispositif d'État. Alors je précise que c'est important parce que finalement, le dispositif que je conduis, il est financé par des crédits d'État. La prestation qui est demandée par les établissements, par les partis en opposition, par le préfet, par le DGARS ou par le ministre en ce qui me concerne, c'est une prestation gratuite pour les établissements. Nous ne sommes pas là pour nous mettre à la place des établissements, nous sommes là pour justement mettre l'établissement à distance de ce conflit et être un peu une loi d'équilibre entre les parties. C'est-à-dire que nous allons être un tiers neutre au milieu des parties et nous allons, par des techniques et des outils que nous apprenons, puisque pour exercer la médiation, il faut être diplômé. Nous sommes tous diplômés, principalement de l'EHESP qui fait une formation très active sur ces sujets de médiation. Et nous avons donc des techniques, nous avons des univers particuliers. On a eu des oppositions entre deux personnes. Nous avons eu des oppositions entre une hiérarchie et un groupe professionnel. Nous avons un peu un univers complètement différent. Alors, pour entrer en médiation, on a deux types de supports aujourd'hui à la médiation nationale. La médiation formelle. Vous entrez en médiation, il y a une convention d'entrée en médiation qui est signée par les partis en opposition, qui est signée par le médiateur. On rentre en médiation, on déroule un processus qui est très formalisé, très structuré, très normé. Et on aboutit dans 85-90% des cas à un accord de médiation. Mais il y a une particularité dans notre dispositif, c'est que contrairement aux médiations des autres secteurs, des autres champs d'activité, notamment privés ou publics, nous avons une obligation réglementaire de suivi. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas tomber l'établissement, on en quelque sorte accompagne, on suit et on encadre le dispositif. Voilà ce que je pouvais dire sur la médiation. Donc là, nous sommes au cœur d'une activité vraiment où nous avons 6 grands principes et c'est là où je veux en terminer. Le premier principe, c'est la liberté. Les gens rentrent en médiation ou n'y rentrent pas. Le médiateur peut éventuellement se retirer d'une médiation s'il l'estime impossible. Il y a la confidentialité qui est l'un des principes majeurs. C'est-à-dire que quand on est en médiation, on ne donne de rapport à personne. Par exemple, si je suis missionné par le ministre de la Santé, auquel je suis rattaché, je ne donne pas de rapport au ministre. Il ne sait pas l'activité puisqu'elle est anonyme. Elle est donnée, il y a des statistiques anonymes, mais elle est totalement anonyme. Nous sommes indépendants, nous avons une règle d'indépendance absolue, une règle d'impartialité, de neutralité et d'équité. C'est-à-dire que nous allons, effectivement, par ces techniques, essayer de vous aider à résoudre des conflits parfois chroniques. Et c'est une efficacité, si on s'y prend précocement, qui est plutôt très satisfaisante, puisqu'on estime aujourd'hui à 85-90% de taux de réussite, y compris dans un suivi au long cours. Merci beaucoup. Merci Madame Toupillier pour ces éléments. Alors je pense que c'est des éléments en tout cas qui peuvent faire écho à des initiatives qui sont conduites sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on avait proposé au Dr Chaban d'être présent avec nous pour présenter justement une initiative prise au niveau de la PHM sur la mise en place d'une commission QVT. Bon, tout d'abord merci de m'avoir invité, même si c'est un calvaire pour moi que de parler en public. Mais bon, je vais donc essayer de dire ce que nous avons fait et comment est née cette commission médicale. Qualité de vie au travail. Effectivement, c'est né il y a 7 ans
sous l'égide de la vice-présidente de la CME de l'époque, le docteur Anne Donnet, et du président de la CME, Dominique Rossi, où pour une campagne électorale de la CME, et à travers mon expérience, comme je l'ai dit tout à l'heure, de psychiatre, et une rencontre assez impressionnante pour moi, qui faisait que j'avais à peu près la moitié de ma consultation, entre guillemets, privée. Je dis privée au sens où c'était pas une consultation de secteur, c'était une consultation des collègues qui souhaitaient rencontrer un psychiatre. Et je me disais, mais il y a vraiment un problème devant l'expression de cette souffrance. Donc on fait une campagne qui est très porteuse sur ce sujet-là. Et donc on décide à ce moment-là, effectivement, une fois élu, de mettre en place cette commission pour un établissement qui a entre 1600 et 2000 médecins, donc à l'assistance publique de Marseille, tout statut confondu. On décide de former cette commission qui comprend la vice-présidente de la CME, des membres élus de la CME, des membres de la direction des affaires médicales, des internes, qui sont peu présents, je dois le dire, d'abord ça change tous les 6 mois, donc ils ont du mal à s'inscrire dans la continuité. Je vais essayer de dire très rapidement ce qu'on a essayé de mettre en place, parce que ce qui nous paraissait important, c'est de pouvoir rapidement répondre aux gens qui étaient en souffrance. Et on a monté un dispositif via une sollicitation par courriel anonyme, et qui n'arrivait que sur une seule personne, mais la boîte courriel, ça s'appelle Entraide médicale, enfin c'est un nom générique comme ça. Et on peut adresser les gens consultés sous 8N, ce qui est très rapide, soit vers des psychiatres, mais pas que. Il y a aussi un médecin interniste et un médecin addictologue. Depuis peu, le médecin addictologue, ça fait 2 ans. Non, ça fait pas 2 ans, ça fait 1 an, pardon. Le bilan, c'est que pour une année, par exemple, on est à environ 20 à 24 médecins qui vont rencontrer des psychiatres, 2 médecins qui vont rencontrer un addictologue, et pour la médecine somatique, j'ai pas de résultat. La seule chose que je voulais vous dire et qui me paraît très importante, c'est que parmi le choix des médecins qu'on peut consulter et qui se sont engagés à recevoir ce 8N, on a fait le choix délibéré d'avoir 2 médecins qui appartiennent à l'institution et 2 médecins en ville, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas être rencontrés, en particulier en matière de psychiatrie, par des collègues qui travaillent dans notre institution. Toujours le problème de l'étanchéité des informations dont a parlé Madame Toupillier, qui a dit, à mon avis, l'essentiel, comme d'habitude, de ce qu'il devait être dit. La commission d'entraide médicale. Qu'est-ce que c'est? Nous, c'est des gens qui sont effectivement cooptés par la CME. Ce sont des médecins, que ce soit des PH ou des PU, qui ont été sélectionnés par leur côté, on va dire, sage. Je pourrais mettre vieux, parce que souvent ça va avec. Mais effectivement, ce qui leur est demandé, c'est de pouvoir rencontrer les gens qui ne sont plus là dans des difficultés psychologiques ou psychiatriques ou médicales ou addictologiques, mais qui sont dans des conflits de personnes. Et ça, c'est effectivement l'étape préalable pour peut-être après aller vers une conciliation au sein de l'établissement. C'est à peu près les mêmes membres à ce jour, des gens qui sont dans la commission d'entraide et qui font la commission d'enquête. À ma connaissance, il y a eu 2 conciliations depuis la sortie du Covid, ce qui est à la fois beaucoup et pas beaucoup, parce que comme je le disais tout à l'heure aux collègues de Nancy, enfin aux collègues directeurs de Nancy, que effectivement on a eu le sentiment qu'avec la crise de Covid, nombre de conflits se sont amendés, conflits interpersonnels, que ce soit entre médecins, et c'est souvent le cas, mais que ce soit aussi avec l'administration, et ou parfois même maintenant avec les équipes, c'est-à-dire les équipes infirmières et les médecins. Donc je disais que même post-crise, il n'y avait pas eu une recrudescence des conflits qui ont amené à la réunion des conciliations. Donc est-ce que j'ai tout dit? Je voudrais à nouveau insister sur ce que vous avez dit. Ce qui est fondamental, c'est la notion de secret. C'est-à-dire que moi maintenant, je suis à la CME, donc je ne suis plus du tout à la commission d'entraide. Je ne sais rien de ce qui s'y passe et je pense qu'il ne faut rien en savoir. Je tiens à dire que l'évolution des choses aujourd'hui, parce que les difficultés, plus que les conflits,
sont de plus en plus nombreuses, font qu'on rencontre des gens et que j'ai un petit peu l'impression que la qualité de vie au travail est en train de devenir un peu une tarte à la crème, qu'on se jette à la figure pour essayer de résoudre des problèmes. Les problèmes, évidemment, je vais faire un petit peu le militant, c'est quand même beaucoup autour de la difficulté de l'hôpital public aujourd'hui. Il faut faire attention, on ne pourra pas éponger toutes les difficultés avec ça. Si on peut aider les gens, on le fera volontiers. L'étanchéité, la neutralité, le non-jugement, parce que vraiment on est souvent confronté au jugement, voire même parfois à l'établissement de la sanction en fonction de ce qu'il peut être sortir d'une commission, mais qui ne sortira pas de par la commission, hein, mais de par les personnes qui ont été... voilà, donc il faut faire attention à ça. Et après, juste un petit mot sur les internes, après j'arrête. Notre collègue qui nous a invités me demandait d'insister sur ce qui se passait pour les internes. Alors, à l'heure actuelle, ce que je voulais dire, c'est que quand nous on a monté ce dispositif, on a immédiatement associé les internes et on s'est aperçu que eux et le système de solidarité était bien antérieur au nôtre et qu'ils avaient déjà structuré quelque chose de beaucoup plus efficace que nous à l'époque, c'est-à-dire avec notamment une ligne téléphonique avec une orientation dans les 24 heures vers un collègue pour ce qui était de la psychiatrie. Alors, ça reposait encore une fois beaucoup sur les internes de psychiatrie qui orientaient vers des seniors. Et à ce jour, vraiment, moi, ce que je pourrais dire, c'est qu'on a beaucoup de mal à travailler avec eux. Non pas parce que on ne peut pas travailler avec eux, mais c'est parce qu'ils ont une inconstance de représentation. Ça change trop souvent. Enfin, c'est l'éternel problème. On n'arrive pas à fédérer à ces réunions qui sont quand même mensuelles, 1h30 tous les mois de rencontres de la direction des affaires médicales, du vice-président de la CME. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour les gens qui sont là. Et bien sûr, on y associe aussi les médecins du travail. J'espère ne pas avoir été trop flou. Merci en tout cas, docteur, pour ce témoignage et ce retour d'expérience. Alors, je retiens en particulier la notion d'entraide que vous avez évoquée dès le début finalement de votre propos et qui peut recouper le deuxième enjeu que j'indiquais autour de tout ce qui a trait à l'accompagnement au titre de la qualité de vie au travail pour essayer de permettre à nos professionnels de s'inscrire dans la durée dans nos institutions. Et comme vous l'avez dit, si ça ne résout pas toutes les difficultés, en tout cas il est important que nos institutions montrent la capacité qui est la leur d'apporter aux professionnels du soin finalement le support et l'accompagnement qui leur permet de surmonter la vie hospitalière avec l'intensité et l'exigence qui peut la caractériser. Et pour évoquer cette perspective-là, la proposition, on a proposé donc à Madame Jean Gréco de témoigner de l'action qui a pu être conduite et de l'action innovante qui a été faite au CHU de Clermont-Ferrand pour la mise en place d'un poste un peu particulier de sophrologue du personnel. Tout d'abord, merci pour votre invitation. Alors effectivement, je tiens à le souligner, c'est très innovant. Je pense que nous sommes un des premiers CHU de France à créer un poste de sophrologue thérapeute. Je vais vous faire une rapide présentation du contexte dans lequel mon poste a été créé. Au départ, j'ai une quotité de temps de travail de 20%. Très vite, je suis arrivée à saturation au niveau de la demande des consultations. Donc ça, c'était pour la période de mai 2019. Au mois d'octobre 2019, on m'a attribué une quotité de temps de travail de 50%. La crise Covid, le contexte sanitaire a fait que je suis arrivée également à saturation sur mes consultations, avec un délai d'attente pour recevoir le personnel qui devenait de plus en plus long. Au 1er février 2021, j'ai été nommée par le directeur général à temps plein sur le poste de sophrologue thérapeute du personnel. Alors, le mode de communication pour faire connaître mon activité au sein du CHU. Tout d'abord, une communication interne via un mail liste CHU présentant ma nomination et mon activité au sein du CHU. Une création de flyers avec la com,
une présentation dans différents services, rencontre des directeurs de soins, des encadrants. Présentation aussi dans les services au personnel sous forme de réunion, au staff. Après, il y a une mise à disposition pour le personnel d'une adresse mail dédiée à la sophrologie avec un numéro de téléphone où les agents peuvent me contacter directement. Déjà pour un souci de confidentialité, ça je tiens vraiment à le souligner, les agents qui souhaitent me rencontrer n'ont pas besoin de passer par leur hiérarchie, de faire une demande particulière, ils peuvent me joindre directement par mail ou par téléphone. Donc déjà c'est assez encourageant pour le personnel à entamer cette démarche-là. Je vais vous donner rapidement 2 exemples de prise en charge. Alors actuellement, je suis en poste 2 demi-journées par semaine au sein du SAMU 63 où j'interviens sur une prise en charge collective du personnel. On va être sur tout ce qui est prévention et gestion du stress. J'ai vécu une période d'immersion de quelques mois où je pars avec eux en intervention pour me rendre compte de la pénibilité de leur travail. J'interviens aussi sur les débriefings. Il peut y avoir une prise en charge aussi sur du post-traumatique en lien avec différents collègues. Beaucoup de prévention du burn-out aussi. Des temps d'échange, des mises en place d'exercices. Il y a tout un panel de propositions qui leur est faite dans cette intervention collective. Une partie importante de mon travail, je dirais quasiment 80%, c'est la prise en charge individuelle des agents. Il faut savoir que je reçois aussi bien le personnel soignant, personnel administratif et technique, le personnel médical. Ça fait à peu près, alors je ne veux pas être fausse dans les chiffres, mais à peu près 7200 personnes. Je vous rassure, je ne vois pas les 7200. Sinon je serais pas là aujourd'hui. J'ai un délai d'attente à peu près actuellement de 2 mois pour des consultations individuelles. Alors prise en charge pour les consultations individuelles, c'est beaucoup de gestion du stress, troubles du sommeil pour les personnes qui sont alternantes jour et nuit, prévention du burn-out. Je travaille essentiellement aussi en lien avec la médecine du travail. On a des très bons retours, une très bonne communication entre nous. Après, je n'hésite pas, quand j'arrive en limite de compétences, à adresser à des médecins psychiatres ou des psychologues au niveau de notre établissement. Ça, c'est important de travailler en relais et aussi et d'échanger aussi avec les différents partenaires et interventions au niveau de l'hôpital. Ça, c'est très important, je tiens à le souligner. Alors, on a eu des retours, bien sûr, comment on peut voir quels bénéfices au sein de l'hôpital a eu la sophrologie. On avait fait une étude, un questionnaire, alors assez court, en fin de séance, alors au bout de un certain nombre de prises en charge, hein, bien sûr, pas au bout de la première fois. On a eu retour de questionnaire, retour de la médecine du travail, de l'effet positif de la prise en charge, une baisse au niveau des arrêts de travail aussi, un accompagnement aussi des personnes sur un retour à l'emploi et des personnes dans un contexte de handicap. Voilà. Donc on a pu mesurer pour l'instant, on en est à 3 ans d'activité, un retour assez bénéfique et positif de la mise en place de mon métier au sein du CHU. Et je tiens à souligner qu'il est très innovant, je le répète, parce que c'est important. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Je pense qu'il illustre bien les dynamiques qui sont à l'œuvre dans le terrain avec cette recherche d'innovation pour accompagner au mieux les professionnels, qui était le sens aussi d'une partie des actions qui sont conduites aux différents niveaux qui sont présentés là. Peut-être pour réagir juste à votre présentation, je vais proposer de passer la parole à Madame Françoise Descamps pour qu'elle puisse peut-être donner un regard croisé par rapport à des initiatives qui ont pu être constatées par le FIPHP dans le cadre de l'action qui est poursuivie avec les établissements. Oui, merci. Alors déjà, le FIPHP intervient
déjà par compensation individuelle du handicap et non pas de façon collective, mais quelquefois on a un rapprochement entre ce qui peut être de la prévention et de la prévention et de la compensation, pardon. J'y reviendrai peut-être sur ce qui est plutôt très équipement ou aménagement, mais pour revenir sur ce qui est la gestion du stress, nous on voit au sein du FIP que par exemple quand on intègre une personne en situation de handicap dans un service, eh bien si l'environnement professionnel n'a pas été sensibilisé et directement au type de handicap, eh bien ça peut générer des inquiétudes, des angoisses du personnel, et donc la sensibilisation, la formation même au type même de handicap, puisque les handicaps sont tellement diversifiés qu'il est important pour qu'il y ait cette qualité de vie au sein du service, d'appréhender et avec des méthodes innovantes. La sophrologie peut en être une, d'autres peuvent en être aussi, et donc c'est aussi la multiplication des méthodes innovantes qui peuvent aussi aboutir en fonction des contextes, parce que c'est aussi les contextes locaux qui appellent à des interventions plus spécifiques et à donner des exemples qui seront peut-être adaptés ailleurs, pas de la même façon forcément, mais voilà. Donc je pense que c'est très important d'avoir des échanges de ce type pour permettre aussi de multiplier les expériences de ce type. Alors, est-ce que je me permets d'intervenir sur ce qui est de l'ordre de la compensation et de la prévention, parce que c'est aussi très concret en même temps, parce que et ça fait partie de la qualité de vie au travail, parce que concrètement quand le FIP finance pour accompagner une personne en situation de handicap des auto-laveuses par exemple, ou pour ce qui est du cadre de la mobilisation des patients avec des lits aménagés, des rails roulants, etc. et tout, bien on rentre dans effectivement la qualité de vie au travail, puisque ça peut servir à d'autres membres du personnel, et à ce moment-là on se retrouve dans la prévention. C'est pareil dans la restauration avec les chariots qui sont avec des plateaux à hauteur constante, hein. Donc et ça c'est ce qui permet aussi le maintien dans l'emploi. Et puis à partir du moment où on a des conditions de travail qui sont beaucoup plus facilitantes, parce que c'est ça, c'est la facilitation, eh bien ça permet moins d'angoisse, moins d'inquiétude, moins de stress aussi pour le personnel, et puis ça permet de prévenir aussi les TMS aussi, hein, voilà. Donc c'est pour répondre rapidement à ce qui était posé là. Merci en tout cas. Je trouve que les deux témoignages là permettent d'avoir une bonne illustration de cette démarche qu'on évoquait tout à l'heure, l'entraide. Et j'évoquais le sens que pouvait avoir en introduction, le sens que pouvait avoir le terme d'accueil au niveau hospitalier, avec ce que ça renvoie de valeur hospitalière justement. On parle beaucoup à l'hôpital aujourd'hui de soins de support, et finalement, en tout cas à travers l'exemple qui a pu être donné du CHU de Clermont-Ferrand, du comité d'entraide ou des acquisitions qui peuvent être faites, on est dans la même logique, alors plus à destination des patients, mais cette fois à destination des professionnels, pour essayer de leur apporter les supports nécessaires à la poursuite d'un exercice professionnel en milieu hospitalier dans les meilleures conditions possibles. Donc ça fait bien partie des dynamiques qui sont à l'œuvre. Alors le troisième point qu'on évoquait et qu'on souhaitait évoquer ensemble aujourd'hui, c'était celui autour de toute la thématique d'insertion. On a parlé de comment on dépassait les conflits ou les difficultés personnelles des professionnels. On a parlé des dispositifs de support qu'on pouvait leur apporter. Je pense que les établissements de santé aujourd'hui, on l'a dit, ça représente plus d'1 million de personnes employées. Ça veut dire que c'est une bonne part de la société dans laquelle on s'inscrit qui travaille dans nos structures. Et il y a un enjeu social à ce que nos structures reflètent au mieux aussi tous les pans, toutes les composantes de la société dans laquelle on s'inscrit. Et en termes de responsabilité sociale d'employeur, pour le coup, cette vocation d'insertion est un élément important. Alors pour en parler, je propose déjà de passer la parole à Émilie Toupenay pour qu'elle puisse témoigner de la dynamique engagée au CHU de Nancy. Et puis ensuite, on pourra croiser les regards autour des initiatives qui ont été prises, en particulier avec le FIPHP. Oui.
Donc en effet, au CHU, l'engagement en faveur de l'emploi des personnes handicapées est ancré depuis de nombreuses années. Donc jusqu'en 2017, on s'était principalement attardé sur tout ce qui était maintien dans l'emploi. Et à partir de 2018, on a mis un nouveau cran en axant notre politique sur le recrutement. Donc pour cela, on a réalisé en fait un audit de nos process RH pour s'assurer déjà qu'ils n'étaient pas discriminants à la base. Et ensuite, on a revu dans notre procédure de recrutement les offres d'emploi dès l'origine, leur manière d'être travaillées. Et ensuite, dans la réception des candidatures pour s'assurer qu'il y avait une égalité de traitement à la réception des candidatures de travailleurs handicapés. Après, on a développé aussi des partenariats avec des réseaux spécialisés d'emploi comme Cap Emploi, mais aussi des instituts de formation, comme il y a un institut de formation à Mulhouse qui est spécialisé sur les aides-soignantes, ou sinon l'IFSI à Castelnau près de Montpellier. Et on travaille aussi avec les CFA de la région parce que le CHU est très mobilisé pour le développement de l'apprentissage et notamment l'apprentissage de personnel en situation de handicap. En 2021, on avait accueilli 2 apprentis en situation de handicap. Alors, au-delà de ça, le recrutement, ça ne passe pas que par la DRH. Il nous faut aussi mener des actions de formation en direction des cadres parce qu'ils sont aussi principalement en charge des recrutements. Donc, on a plusieurs formations à ce titre. Une formation qui est recrutée sans discriminer et une autre formation qui s'intitule le management des personnes en situation de handicap. Et leur implication est vraiment essentielle dans notre process de recrutement et on va même plus loin. On essaye de sensibiliser au-delà, par exemple au niveau de notre école d'aide-soignante, on a un module sur le handicap où notre référente handicap intervient pour sensibiliser vraiment les jeunes dès le début de leur carrière. Donc après le recrutement, une fois qu'on est rentré dans l'institution, ça fait pas tout. Il faut en effet qu'on travaille sur l'accueil de ces personnes et leur intégration. Donc nous, on a mis en place un suivi avec la référente handicap qui est chargée de vérifier que la personne sera bien accueillie et de faire le lien avec l'équipe et le cadre et d'avoir un suivi ensuite toutes les 6 semaines pendant un certain temps. Lorsque c'est utile, on met en place des prestations d'appui spécifiques avec des acteurs locaux. À cet effet, on avait organisé une rencontre justement avec tous les acteurs des prestations d'appui spécifiques et notre service de santé au travail et notre ergonome, parce qu'il est important aussi de créer ce réseau et que les personnes se connaissent, ce qui fait que lorsqu'on déclenche la prestation derrière, ça va beaucoup plus vite, on sait tout de suite ce dont on a besoin et les acteurs à qui s'adresser. Donc après, ces prestations, ça peut être en effet d'ordre individuel, mais aussi on peut agir sur un collectif. Et récemment, justement, pour un apprenti qui souffrait d'autisme, on a déclenché une prestation via un CESAD qui est venu sensibiliser tous les collègues sur ce qu'était le syndrome d'Asperger dont souffrait la personne. Et tout de suite, ça prépare en effet l'arrivée de la personne. Donc, dans le cadre de notre convention avec le FIP qu'on avait signé en 2019, on s'était fixé comme objectif 18 embauches de personnes en situation de handicap par an. En 2021, on est arrivé jusqu'à 20, et ce qui fait que depuis 2019, on est à 51 personnes. Donc je pense que c'est un bon signe pour le CHU. Merci. Et en tout cas, ces différents exemples qui traduisent effectivement les engagements qu'on a pu prendre à travers une convention FIPHP traduisent aussi sans doute, ou en tout cas peuvent être complétés par la manière dont le FIPHP conduit ses processus de négociation de convention et essaye de promouvoir un certain nombre de thématiques autour de cette insertion des personnes handicapées. Ce que je propose, c'est de vous repasser la parole, Madame Descamps, pour compléter ce regard de l'analyse plus globale que vous pouvez avoir. Oui, merci. L'exemple de Nancy, là, est un bon exemple. Et en plus de ça, je crois que je ne l'ai pas entendu, mais le taux est à plus de 6% maintenant. Hein, c'était pour la fin. Ah, pardon. Ah, je suis désolée.
J'ai livré un secret. Mais en tout cas, c'était une très bonne nouvelle. Ce qui montre effectivement que le conventionnement, avec effectivement une politique globale d'intervention dans un établissement, eh bien, amène à progresser. Et avec ce que vous avez dit aussi en termes de référent handicap qui est présente véritablement et tout, eh bien, on avance dans l'amélioration de l'intégration de personnes en situation de handicap et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, ce qui est la mission du FIP-HFP, d'accompagner donc les employeurs. Alors je ne veux pas faire l'effet comptable simplement parce que j'ai démarré sur le plus de 6%, mais c'était quand même une bonne nouvelle. Le taux d'emploi direct dans la fonction publique hospitalière, c'est 5,48. La fonction publique dans son ensemble, c'est 5,44. L'État, c'est bien moins 4,40. Et la territoriale, c'est 6,67. Alors, un taux comme ça, ça ne veut rien dire en lui-même, parce que c'est très hétérogène après dans les établissements, dans les collectivités, etc. Mais c'est aussi des contributions qui sont payées au FIP. Et ce que je voulais dire, c'est que la fonction publique hospitalière contribue très largement dans les recettes du FIP-HFP, eh bien, il est vraiment beaucoup plus mauvais en matière de dépenses d'intervention. Et donc, c'est pour ça que je souhaite là vraiment pousser à ce qu'il puisse être utilisé, et la plateforme, mais bien sûr les conventions, pour permettre effectivement eh bien, d'avancer davantage, non pas simplement dans le taux, mais dans l'amélioration du recrutement et du maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap. Ça me paraît très important, surtout qu'en plus de ça, l'hôpital produit aussi du handicap. Parce qu'effectivement, il y a des métiers usants qui sont à la fois pénibles sur le plan physique ou sur le plan psychique. Et eh bien, il faut effectivement permettre d'avancer sur le sujet. Et puis, en même temps, l'hospitalière, c'est tardivement emparé du sujet d'intégration de personnes en situation de handicap. Donc, il y a un retard et qui est dû aussi à ça. Donc, mon premier message, c'est véritablement de faire passer celui-ci, c'est conventionner avec le FIP. Alors, il faut effectivement... il faut du temps de la disponibilité, et la période qu'on a vécue récemment est quand même difficile pour l'hôpital avec le Covid et les difficultés de mettre en œuvre tout ce qui a été aussi arrêté pendant la période Covid. Mais l'important, c'est aussi le volontarisme et le travail en transversal. On s'aperçoit que les conventions qui marchent bien, et c'est ce qu'on essaie de faire au FIP en partenariat véritablement avec les équipes hospitalières qui préparent et élaborent les conventions, c'est de faire en sorte qu'il y ait ce véritable travail de transversalité qui permette d'irriguer complètement et ne pas laisser simplement les ressources humaines dans l'avancée sur le travail d'intégration et de maintien dans l'emploi, mais il faut que finalement tout le monde soit coopérant et donc sensibilisé à cette intégration et au maintien dans l'emploi. Et c'est à la fois la tâche aussi du référent handicap, à la fois en interne, mais à la fois, je pense, en externe, parce que ce qui a été important, c'est de voir que les expériences innovantes aussi, elles se font aussi à l'externe, avec des partenaires qui permettent aussi de réussir davantage et d'améliorer l'intégration de personnes en situation de handicap. Je citerai quelques exemples. C'est tout le travail qui peut être fait avec les entreprises adaptées et puis les ESAT. On a différents exemples qui le montrent et qui font que, à partir du moment où il y a ce partenariat, il y a un accompagnement en même temps de l'entreprise adaptée ou de l'ESAT qui permet aussi, avec le milieu hospitalier, eh bien, d'intégrer beaucoup plus facilement des personnes en situation de handicap. Voilà. Alors, je peux citer peut-être quelques
quelques exemples, hein, j'en ai relevé plusieurs. Alors, on avait aussi, parce qu'il y a eu une remise de trophées, du prix de l'inclusion au niveau région Île-de-France, et le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences a été finaliste du prix de l'inclusion. C'était en partenariat avec une entreprise adaptée, c'est pour ça que je le cite aussi, parce que l'important c'est d'être volontariste et d'aller vers l'extérieur aussi pour avoir le vivier, hein, le sourcing qui permet d'avoir ces jeunes ou ces moins jeunes en situation de handicap et qui a permis effectivement de l'embauche directe de personnes en situation de handicap. C'est pareil dans d'autres centres hospitaliers ou CHI ou CHU, toutes les facettes des centres hospitaliers qui finalement, en ayant les partenariats à l'extérieur, arrivent à décliner des propositions beaucoup plus concrètes et surtout de l'intégration réussie. Hein, parce que l'important c'est aussi d'être dans la durée, dans la continuité, et c'est ce qu'on cherche au FIP à faire dans le cadre de toutes nos interventions, c'est d'être dans une continuité, parce que quand on est au coup par coup simplement, eh bien il arrive un moment où on régresse aussi, donc voilà. Merci beaucoup. Alors on l'a vu, en tout cas les dynamiques d'innovation pour essayer d'accompagner l'exercice professionnel en milieu hospitalier sont assez importantes. On a exploré 3 champs, mais je crois que cette thématique de la responsabilité sociale de l'employeur en général est une thématique sur laquelle il y a encore de nombreux champs d'innovation qui peuvent être explorés. Ce que je propose peut-être avant qu'on aille vers la conclusion des échanges, c'est de voir s'il y a des questions dans la salle aux différents intervenants qui ont accepté de participer à cette table ronde, et puis on pourra ensuite synthétiser les différents éléments. Est-ce qu'il y avait des questions particulières? Non, pas spécifiquement. Bon, en tout cas, je vous remercie encore tous pour la qualité des présentations. Oui, je vous laisse si vous voulez faire une présentation complémentaire. Oui, si je peux me permettre, puisqu'il n'y a pas de questions, je voudrais dire aussi qu'au FIP-HFP, on a un programme exceptionnel qu'on a voté le 15 mars et qui peut permettre aussi, et c'est pour ça que je veux en porter connaissance ici, c'est effectivement, on a vu qu'il y avait 4 points importants. C'était l'accessibilité numérique. Et donc, on va beaucoup travailler sur l'accessibilité numérique et accompagner, y compris sur la conception même des logiciels, parce que les logiciels, même quand ils sont dits accessibles, ils ne sont pas accessibles. Et donc, c'est important de les rendre complètement accessibles. Et donc, on va accompagner les employeurs sur à la fois des audits de leur système d'information en quelque sorte, hein, et aussi accompagner sur tout ce qui va être l'accessibilité numérique. C'est aussi les parcours professionnels, parce qu'effectivement les personnes en situation de handicap se retrouvent davantage dans les catégories C, et donc on souhaite effectivement qu'il y ait plus de passages en C, en B, de B en A et A+, et donc on met en place en ce moment, et on a des rendez-vous pour justement travailler le sujet, et donc on veut bien travailler avec la FHF et avec dans le cadre des conventions aussi sur ces sujets-là. Il y a le télétravail aussi, hein, qui est important, parce qu'il y a aussi du travail administratif aussi à l'hôpital. Et puis il y a oui, tout ce qui est aussi le handicap invisible, etc. Donc voilà, donc on est vraiment porté sur ces questions-là, et on veut vraiment, en plus, mais c'est devenu aussi des priorités en plus. Oui, un petit complément d'information, je m'aperçois que j'ai parlé de la constitution de la commission d'entraide médicale et de la conciliation. Je pense que ma voisine de droite ne mentira pas, j'ai parlé de vieux sages, ça suffit pas. Être conciliateur, être médiateur, c'est avoir suivi une formation, et puisque je crois qu'il y a des décideurs dans la salle et pas loin autour, il faut effectivement favoriser la formation des gens, parce que c'est pas parce qu'on est gentil, vieux, qu'on a de l'expérience qu'on sait être neutre, bienveillant, être à l'écoute et puis savoir dénouer des problèmes. Voilà, je voulais juste parler de la formation, j'avais oublié ça. Alors, je confirme la nécessité d'une formation, parce que ce sont des techniques et des outils. C'est pas inné, hein. Il y a des personnes qui sont plus sensibilisées à ces sujets que d'autres, mais ça n'est pas inné. Et puis nous qui sommes des sachants,
on a une particularité, nous dans la médiation, c'est que finalement on vous dit les médiateurs, ils sont universels. Donc vous pouvez aller dans tous les univers, c'est-à-dire aujourd'hui je pourrais faire la médiation dans le privé, dans le public, n'importe quel univers. Mais nous, le choix a été fait par le ministère de la Santé d'avoir des sachants. Donc nous sommes tous des professionnels issus des milieux sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Ce qui fait que finalement, nous qui sommes des sachants, on n'a pas le droit de savoir. Et quand on accompagne les parties, on est finalement un tiers neutre à l'équilibre des parties, au milieu des parties. Et nous allons les amener en eux-mêmes, volontairement, à trouver eux-mêmes les solutions à leurs problèmes. Alors que nous, vous voyez, quand on part en médiation, on nous donne à peu près le décor, on se dit c'est là où il faut aller. Et tout le travail que nous allons avoir, nous, intériorisé, c'est de se mettre en neutralité parfaite, en indépendance vis-à-vis de tous, de manière à assurer cette prestation, leur faire émerger des solutions en eux-mêmes. Et nous sommes rendus compte que la médiation, elle est efficace. Pourquoi? Parce que justement, on n'impose pas une loi du genre. On n'impose pas une relation à l'autre. On accompagne ce retour, cette réconciliation, parfois cette conciliation, parce que les gens ne se sont jamais compris, se heurtent sur des choses parfois très insignifiantes qui nous apparaissent secondaires, mais c'est leur ressenti, c'est leur souffrance, et il faut que nous soyons là pour la comprendre, l'admettre, l'intégrer et les aider justement dans cette confrontation que on va progressivement amener de l'un vers l'autre. On ne les met pas en confrontation tout de suite, voyez-vous, quand ils sont en très grand conflit. Mais nous allons les amener progressivement à faire un face-à-face, à entendre l'autre, à rentrer en empathie avec l'autre et à trouver des solutions. L'efficacité est redoutable, que ce soit de la conciliation, dont vous êtes porteur, ou de la médiation. Je crois que toutes les techniques, elles sont très complémentaires. Ce que je veux dire également, c'est que la médiation a développé un deuxième volet, pas seulement de la médiation structurée, formalisée, comme je l'ai dit, mais un appui, conseil et accompagnement aux gouvernances des établissements, aux autorités de l'État, également aux partis en opposition, sans faire une médiation tout de suite. C'est-à-dire que parfois, vous avez des gens qui sont hésitants à la médiation, parce que c'est très formel. Et des fois, ils se disent, on ne va pas aller là-dedans, on va nous faire signer un protocole à tout prix. Non, on ne signe pas contre sa volonté, jamais. Mais nous faisons de l'appui, de l'accompagnement. Alors je vous le dis d'autant plus, c'est que parfois vous avez des personnels qui ont été en sanction disciplinaire. Il y a un retour très douloureux, très difficile en service. Nous accompagnons, nous par les techniques et les outils aussi, ces retours paisibles, sereins, organisés au sein des équipes hospitalières, des confrontations, les GHT, les directeurs entre eux, les médecins entre eux. On a quand même eu pas mal de médecins, il faut le dire, mais ils sont 10 fois plus nombreux que les directeurs. Donc, proportionnellement, finalement, ils ne sont pas plus nombreux dans le risque que les directeurs ou les cadres. Et donc, je voulais vous dire également que nous faisons de la médiation de projet. Quand vous avez un projet très complexe, que vous savez que ça va se tendre, on n'intervient pas dans les conflits sociaux, mais nous intervenons pour accompagner la compréhension de projets très complexes que vous pouvez porter pour mettre en lien des équipes en opposition apparente et pour vous aider à passer ces caps, et donc aussi de la prévention préventive avec le dessin des cartographies de risques que l'on vous identifie, que l'on vous aide à identifier. Donc on est plutôt en soutien et en apport aux gouvernances. Merci Madame Toupillier. En conclusion. Oui, je voudrais juste rajouter, je rebondis un petit peu sur ce que vous avez dit, c'est très intéressant. Souvent, le personnel, juste un temps d'écoute, de non-jugement et de bienveillance, déjà, c'est trois choses qui sont très importantes. Et souvent, on en a le retour après les prises en charge, où ils nous disent souvent, on a eu un temps d'écoute, non-jugement de notre situation. Alors ça peut être sur un conflit, sur une problématique divers, une problématique de hiérarchie, et surtout de la bienveillance. Voilà. Et je crois que ces trois points sont à noter, ils sont importants, et on continuera à s'occuper et à accompagner correctement tous les personnels. Voilà. Merci à vous.
Oui, bonjour. Je suis directeur adjoint au CHU de Clermont-Ferrand. Il n'y a pas encore pour l'instant peu de personnes formées à la conciliation et médiation. À ce stade-là, est-ce que vous ne pensez pas que pour accompagner quand même les équipes en difficulté, on puisse opérer une conciliation en interne par des personnes non formées pour engager par la suite une médiation à un second niveau? Parce que effectivement, c'est un petit peu compliqué de juguler les deux niveaux. C'est une très bonne question. Parce que le décret du 28 août 2019 qui gère le dispositif national de médiation, il insère une petite disposition réglementaire qui dit préalablement à la médiation, une conciliation doit être engagée, une tentative de conciliation doit être faite. C'est le principe de la responsabilité de l'employeur qui est interpellé et le principe aussi de respect de la gouvernance. Ça, c'est extrêmement important. Donc là, on sait que normalement, si vous voulez, si je devais dire les choses réglementairement, depuis le 28 août 2019, tous les établissements de la fonction publique hospitalière, les 2500, devraient avoir un dispositif de conciliation. Très honnêtement, vous avez tous été admirables dans une lutte, dans une situation de crise inédite et inattendue. Bon, quelques-uns l'ont fait, c'est votre exemple. Quelques-uns commencent à le développer. Nous, on va être là en soutien, en apport pour vous aider à constituer éventuellement, si vous le souhaitez. Hein, c'est une prestation que l'on fait, mais qui est libre. Donc aujourd'hui, notre idée à nous, c'est vous faites des conciliations en fonction de personnes que vous avez déjà repérées, ayant une sensibilité avec de la bienveillance, comme l'indiquait madame, parce que c'est une qualité fondamentale des principes de conciliation et de médiation. Et puis après, quand vous voyez que vous avez un empêchement, une difficulté, ne tardez pas trop, passez la main. Parce que plus vous passez la main vite, plus vous êtes sorti de l'enfer dans lequel ces situations vous portent quotidiennement. Donc pour répondre à votre question, aujourd'hui il y a une invitation à la formation. Nous avons mobilisé le HESP, je suis enseignante à le HESP sur le module médiation, on y sera aussi sur le module certainement conciliation. Mais il faut le temps de former. Nous sommes déjà de nombreux formés sur la médiation. On en a 118, on est à peu près, je dirais 250 à peu près formés aujourd'hui à la médiation, dont certains qui sont hors le dispositif mais qu'on peut utiliser en tant que de besoin. Et si vous n'arrivez pas très vite chez vous, ne vous laissez pas embarquer, enliser dans ces conflits-là qui vous provoquent des dysfonctionnements absolument graves et qui vous mettent en risque. Donc à ce moment-là, passez la main. Il suffit que vous ayez fait une tentative. Même si elle n'a pas réussi, il faut avoir tenté. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire, mais faites comme vous pouvez pour l'instant et on va vous aider pour le reste. Merci. Un dernier mot de conclusion pour Émilie Toupenay. Pardon, moi je voulais juste revenir très brièvement sur les propos de Madame Descamps sur le conventionnement FIP pour dire vraiment que c'est, enfin voilà, rappeler que c'est très très important et que ça a donné un coup d'accélérateur dans le maintien dans l'emploi. Et nous, notre échéance, la fin de la convention est pour 2022 au CHU et pour le renouvellement, on essaye d'aller au-delà et on travaille sur une convention à l'échelle du GHT. Donc on essaye d'embarquer les autres établissements et puis aussi les faire profiter de notre expérience et un peu de notre expertise. Merci, en tout cas merci à tous pour tous les éléments partagés à l'occasion de cette table ronde. J'espère qu'en tout cas ça aura permis d'essaimer un certain nombre des initiatives que vous avez pu souligner auprès de ceux qui ont pu assister à nos débats. Comme je le disais, les établissements, en tout cas les CHU, ont fait le choix de s'engager. Et parfois cet engagement se matérialise, en particulier par des signatures de conventions. Et donc on va profiter également du Salon Sant'Expo pour matérialiser notamment la signature de la convention FIPHP qui va lier le CHU de Montpellier avec le FIPHP sur la base d'un certain nombre d'initiatives innovantes également. Et donc signature qui va avoir lieu à l'instant. Merci en tout cas à tous de nous avoir suivis et merci encore. Une prime aux conventions. Pardon.